Comprendre sa fiche de paie pour un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale. Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo lors de laquelle je vous ai détaillé les rubriques d'une fiche de paie pour une salariée factice dont le salaire était inférieur au plafond de la sécurité sociale, qui est de 3 925 € par mois en 2025 et qui augmente un peu chaque année. Dans cette vidéo, je réitère le même exercice mais avec le cas d'un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale en mettant en lumière les différences avec le cas précédent. L'objectif étant de vous permettre de comprendre mieux qui cotise pour quelle prestation et combien par mois. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous y verrez plus clair sur la lecture de votre fiche de paie et qu'elle cessera de vous sembler compliquée. Régulièrement, des gens invoquent la complication du bulletin de paie pour chercher à le simplifier, alors qu'il suffirait juste d'écrire les choses de façon plus simple et claire, ce qui n'est souvent pas le cas. Pour ma part, je suis totalement opposé à la simplification de la fiche de paie, car cela reviendrait à réduire l'information aux salariés, qui ne pourraient plus très bien savoir à quoi ils cotisent et combien ils cotisent. Et ça, c'est le premier pas vers la réduction des droits. Quand on ne sait plus qu'un droit existe, on ne peut pas le défendre et on finit par le perdre. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment lire une fiche de paie avec un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale en vous montrant les différentes parties, leur rôle, les informations obligatoires sur la fiche de paie et ce qu'il faut absolument vérifier. De la sorte, vous comprendrez mieux vos droits et vous saurez alors mieux les défendre et même en conquérir de nouveaux. Et si cette explication ne suffit pas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en messagerie privée. Il y a mon adresse mail en description de cette vidéo. Je les lis tous et j'y réponds le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important pour son développement. Ainsi que mettre un pouce bleu et même partager la vidéo pour vos proches qui se posent des questions sur leur fiche de paie. Et je sais qu'ils sont nombreux. Je vous remercie par avance. Dernier point très important avant de commencer, vous devez absolument conserver vos bulletins de paie toute votre vie. En effet, c'est une preuve cruciale de votre travail et de l'acquisition de vos droits au cas où certains organismes n'auraient pas correctement pris en compte vos cotisations. Au moment de partir à la retraite, si vous vous rendez compte qu'il manque des trimestres, par exemple, en sortant vos bulletins de paie, vous aurez une preuve incontestable de votre activité et de vos cotisations. Ici, nous avons un bulletin de paie factice qui correspond à un salarié factice qui aurait un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale. Ici, vous voyez, salaire forfaitaire 4 500 €. Le plafond de la sécurité sociale, actuellement en 2025, il est de 3 925 €. Mais ici, vous voyez sur la fiche de paie, le plafond de la sécurité sociale à cette date-là, il était de 3 428 €. On va y revenir un peu plus tard. Dans les mentions obligatoires du bulletin de paie, il y a la localisation de l'entreprise et éventuellement de l'établissement dans lequel le salarié travaille, le numéro SIRET de l'entreprise et son numéro APE qui permettent de les identifier clairement. Ici, il n'y a rien d'écrit, mais le bulletin de paie est factice. Chose très importante, l'identification de la convention collective à laquelle est rattaché ce salarié. Ici, il s'agit de métallurgie, ingénieur et cadre. Cette convention collective, pour l'anecdote, elle n'existe plus désormais, mais il y a toujours une convention collective de la métallurgie avec toutes les catégories dedans. C'est très important de mentionner ce point-là parce que le salarié bénéficie de droits spécifiques qui proviennent de cette convention collective de branche sur les salaires minima, sur les indemnités de départ quand on est licencié, sur les primes de départ à la retraite, etc. Enfin, il y a énormément de droits spécifiques à la métallurgie qu'il est important que le salarié connaisse. Ici, on a les coordonnées du salarié, nom, prénom, adresse, code postal. Et un peu plus loin, on a dans ce cartouche des informations professionnelles du salarié. Son affectation, ici un numéro, bon ça c'est une gestion interne de l'entreprise. L'emploi, ici il s'agit de journaliste, bon ça peut paraître étonnant, mais voilà c'est comme ça. Ça peut être chef de projet, ça peut être ingénieur de recherche, ça peut être plein de choses. Le coefficient de la convention collective, cette fiche de paie factice, le coefficient 60 n'existait pas pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La classification, ici on a cadre position 1. Bon, le minimum du COEF, c'est le salaire minimum que le salarié doit toucher, étant donné son coefficient et sa classification. Et ici, vous avez son salaire mensuel réel, qui est, comme je vous l'ai dit, on le voit ici, de 4 500 € mensuels. Il est à 35 heures, avec un taux horaire qui n'est pas à indiquer, puisqu'il s'agit d'un appointement forfaitaire, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce salarié est très probablement à forfait en jour. Si on regarde les colonnes, on a des indications, d'abord la désignation de chaque type d'ajout ou de suppression, son motif. Ici, c'est l'assiette sur laquelle c'est calculé. Ici, nous avons le taux. Donc, par exemple, ici, sécurité sociale plafonnée, le taux, c'est 6,9%. Le montant que ça fait, donc ici, 6,9% fois 3428, ça fait 236,53 €. Donc, le montant qui est ici, en l'occurrence, déduit. Et ici, vous voyez une colonne employeur, ça, c'est les cotisations sociales patronales ou employeur, on peut utiliser les deux termes, c'est-à-dire que vous cotisez, ce salarié-là cotise 236 € pour ce motif-là, sécurité sociale plafonnée pour la retraite. Dans le même temps, l'employeur verse 293,09 €. Donc ça, ce sont les cotisations patronales. Vous avez donc en haut le salaire de base, 4 500 €. Ici, ne sont pas représentées d'autres lignes qui pourraient apparaître. Les congés payés. Quand on prend des congés payés, on n'est pas payé ces jours-là, mais on a une indemnité de congés payés qui compense les jours qui ne sont pas payés. Donc normalement, on n'est pas payé moins, on peut même être un peu plus payé pendant les congés payés, étant donné un mode de calcul un peu compliqué. Je ne rentre pas dans le détail, ça sort du cadre de cette vidéo. On pourrait aussi avoir des heures supplémentaires. Ici, c'est pas possible puisque le salarié est au forfait. Donc, qui dit forfait dit qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires. Il pourrait y avoir aussi un véhicule de fonction. Si par exemple l'employeur fournit un véhicule de fonction au salarié et qu'il valorise cela à 200 €, c'est en haut ici que ces 200 € seront ajoutés pour qu'on puisse y prélever les cotisations sociales, parce que ces 200 € en nature, en plus qu'il s'agit d'un véhicule de fonction, c'est du revenu, c'est de la rémunération. On voit ici donc la rémunération brute dans le cas qui nous occupe ici, 4 500 €, c'est forfaitaire, il n'y a pas d'autre terme. Les 151,67 €, c'est le temps, la durée du travail mensuel pour un salarié à 35 heures. Personne n'est pas à 35 heures puisqu'il touche un salaire forfaitaire, mais bon, il fallait bien écrire quelque chose. Du point de vue de la santé, il y a des cotisations de sécurité sociale, maladie, maternité, invalidité, décès. Les cotisations sont calculées sur le salaire total, 4 500 €, mais vous voyez, il n'y a rien dans les colonnes par employé, puisque l'employé ne cotise pas, ne verse pas de cotisation sur ce motif-là, c'est l'employeur qui cotise 585 €. La complémentaire, incapacité, invalidité, décès, tranche A. La tranche A, c'est la part de salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale. Donc c'est le plafond de la sécurité sociale qui, cette année-là, était de 3 428 €. On voit qu'il s'agit de 1% du salaire, et donc 1% du plafond de la sécu, ça fait 34,28 €. Complémentaire, santé, incapacité, invalidité, décès, tranche B, donc la partie supérieure. Donc on voit que 3 428 € plus 1072, ça fait bien 4 500. Donc sur la partie qui est au-delà du plafond de la sécurité sociale, on cotise 2%, c'est-à-dire 21 € dans ce cas-là. Ça, ce sont complémentaires, hein. C'est bien sûr la complémentaire santé, c'est ce qu'on appelle de façon impropre en général la mutuelle. Mutuelle, c'est un nom de type de société, type d'organisme, mais ça ne dit pas qu'est-ce que ça fournit comme prestation. La complémentaire santé pourrait aussi être fournie par une assurance, qui ne serait pas une mutuelle, mais c'est toujours une complémentaire santé, c'est-à-dire c'est un organisme qui complète vos remboursements de sécurité sociale qui ne sont pas à 100%. Ici, il n'y a pas de cotisation pour prévoyance. On pourrait l'observer ici,
cotisation pour prévoyance, basée sur l'ensemble du salaire. Enfin, ça dépend des organismes, ça dépend du type de contrat que l'employeur et les salariés ont choisi. Accident du travail, maladie professionnelle, la cotisation, comme vous voyez, c'est pas l'employé qui la verse, c'est l'employeur, 135 €. Ensuite, sur la retraite, vous avez plusieurs éléments. Vous avez d'abord la retraite de base, la cotisation en régime de base. Là, il y a deux cotisations. La sécurité sociale plafonnée et déplafonnée. Plafonnée, c'est la cotisation pour la part du salaire qui est sous le plafond de la sécurité sociale, donc 3 428 € ici. Et chaque salarié cotise à 6,9%, et donc ça fait 236,53 €. Et il y a une cotisation déplafonnée, c'est-à-dire où on cotise sur l'ensemble du salaire, y compris la tranche A, c'est-à-dire la part inférieure au plafond de la Sécu, et c'est 0,4%, donc ça fait 18 €. Ensuite, il y a la complémentaire, la retraite complémentaire, qu'on appelle aussi Agir Carco. Il y a deux tranches, évidemment la tranche sous le plafond de la Sécu, et ici c'est la tranche au-delà du plafond de la Sécu. À vrai dire, il y a aussi une tranche 3, hein, mais celle-là, c'est pour des salaires tellement élevés que ça concerne très peu de gens, je ne vais pas en parler. Donc, ces deux cotisations pour la retraite complémentaire, c'est 4,01%, donc 137,46 €, et 9,72%, 104,20 €. Et là, vous voyez, sur ces cotisations, l'employeur aussi cotise sur la retraite et la retraite complémentaire. Il y a ici le CET, la contribution d'équilibre technique, qui est une petite cotisation à hauteur de 6,30 €. C'est une cotisation qui vient de l'époque où on a fusionné le régime des cadres et des non-cadres dans une seule Agir Carco. Je rentre pas dans les détails, c'est très complexe et ça vous apportera pas grand-chose de connaître ça en détail. Famille, c'est les allocations familiales, cotisation. Vous voyez, ce que je disais dans mon introduction, plutôt qu'écrire famille, ça coûterait pas tellement plus cher d'écrire allocation familiale, comme ça on saurait ce que ça veut dire, de façon plus claire et concrète. Là, on voit que le salarié ne cotise pas aux allocations familiales, c'est l'employeur qui cotise. Derrière l'assurance chômage, c'est la même chose pour la cotisation de base au régime de chômage. L'employé ne cotise pas, c'est l'employeur qui cotise. Mais ici, pour l'APEC, le salarié cotise un peu 1,08 €. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, c'est une sorte de régime de chômage qui s'applique que aux cadres. Et ici, la personne là est un cadre position 1, donc est concerné par ce statut. Et donc, il cotise à l'APEC. Et l'employeur, vous voyez, cotise aussi. Après, vous avez autres contributions dues par l'employeur, elles ne sont pas détaillées, mais c'est à hauteur de 495,96 €. Vous avez ensuite la CSG déductible et la CSG CRDS non déductible. CSG, ça veut dire contribution sociale généralisée. C'est un impôt qui est versé à la sécurité sociale qui permet de financer la sécurité sociale. Et la CRDS, c'est la contribution pour le remboursement de la dette sociale, c'est la dette de la sécurité sociale. Fut un temps, on a inventé, enfin c'était Michel Rocard à l'époque qui a inventé cet impôt-là pour permettre au remboursement de la dette de la sécurité sociale qui était très élevée à cette époque. Ici, cette ligne, ça a une particularité, c'est que c'est non déductible de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que les 129,83 € que ce salarié cotise à la CSG-CRDS non déductible, il va falloir l'ajouter à son salaire net pour avoir son salaire imposable, et donc il va payer des impôts sur cet argent-là alors qu'il ne le touche pas. Voilà, je ne fais aucun commentaire. La CSG déductible, elle est déductible du revenu et on ne va pas payer d'impôts dessus. Finalement, les cotisations salariales en tout se montent à 993,55 €, donc on va les déduire des 4 500 € bruts, et les cotisations patronales se montent à 2 367,80 €. Ici, il y a, dans le cas de ce salarié-là, une indemnité forfaitaire de télétravail, puisque visiblement il a bénéficié d'un régime de télétravail, il touche 20 € par mois. Évidemment, ces 20 € par mois, on les ajoute ici et pas en haut, puisque si on les ajoutait en haut, il paierait des cotisations salariales dessus. Or,
c'est un remboursement en quelque sorte, c'est des notes de frais quelque part, et donc on le met en bas et du coup il ne cotise pas dessus. S'il avait une voiture de fonction, on aurait rajouté en haut, par exemple 200 €, l'équivalent de l'avantage en nature. Il aurait cotisé dessus au travers de toutes ces cotisations-là, et en bas, on lui aurait retiré ces 200 € de son salaire qui va lui être versé en argent, puisque c'est pas de la rémunération en argent, c'est de la rémunération en nature. Donc, il faut que ça soit supprimé de la fiche de paie. Ici, il y a un prélèvement, ça c'est le fameux prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Donc, en fonction des informations qui ont été transmises à l'employeur sait que le salarié, on lui a dit que le salarié payait 13,8% de son revenu en impôt, et donc l'employeur verse à Bercy, au ministère des Finances, 501,81 €, et qui est une avance sur l'impôt sur le revenu du salarié de l'année. Alors ici, l'année c'est 2020, donc c'est le mois de octobre 2020. Vous voyez ici les informations journalières, et donc en octobre 2020, il paye 500 € d'impôt d'avance sur ce qu'il doit pour l'année 2020. Et on tiendra compte évidemment en 2021 lorsqu'il déclarera ses revenus 2020. Donc ça c'est ce qui s'appelle autres revenus, c'est juste un rappel, et donc ça fait un net à payer avant impôt sur le revenu de 3 500,26 €. On voit que cette somme là c'est tout simplement les 4 500 € forfaitaires moins les 993,55 € de cotisation sociale, plus les 20 € d'indemnité de télétravail, tout simplement. Et évidemment, il faut encore déduire les 501,81 € d'impôt sur le revenu pour obtenir les 3 024,64 € qui est la somme qui est versée sur son compte en banque par l'employeur, mais qui ne correspond ni au salaire net, ni au salaire brut. Enfin voilà, c'est la somme qu'on lui verse sur son compte en banque. Ici, vous avez deux cartouches avec des rappels de certaines sommes du mois et surtout accumulées depuis le début de l'année. Donc, vous pouvez voir comment évoluent ses rémunérations pendant l'année. Il aura payé 5 548,02 € d'impôt sur le revenu par avance, prélèvement à la source. Il aura le total versé par l'employeur, c'est la somme de ce que l'employé touche plus ce que l'employeur verse en cotisation patronale. Et ici, vous avez des allègements de charges employeurs qui sont juste indicatifs. Le net fiscal, c'est donc, ici par exemple 3636, net fiscal, c'est la somme sur laquelle va être calculé l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire c'est l'impôt, c'est le salaire imposable. Le salaire imposable, c'est donc les 4 500 € bruts, moins 993,55 € de cotisation sociale, plus la CSG-CRDS non déductible, 129 €, qui donne 3 636 €. Voilà. Et ici en bas, des rappels de congés payés, en cours, acquis, le reliquat, prix et le solde. Et donc ça vous donne une information extrêmement importante pour voir où vous en êtes sur vos congés payés, et c'est une information obligatoire. Ici, dans les informations journalières, on peut noter les jours de congés payés, les jours de RTT, les jours d'arrêt maladie, des choses comme ça qui sont un rappel de ce qui s'est passé pendant le mois. Et comme ça, vous pouvez constater vous-même si les informations qu'a votre employeur sont correctes.